Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango Malikacha et Jean-François Kandji-Kombe. Focus à présent sur le livre blanc de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il traduit le projet énergétique de la sous-région. L'objectif étant d'assurer à l'horizon 2030 l'accès universel aux services énergétiques modernes et le développement des énergies renouvelables. Imran Ndiaye. La CEAC mise sur les énergies vertes. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé plusieurs mesures afin de lutter contre la pollution. Elle souhaite équiper 90 millions de personnes de foyers de cuisson améliorés à l'horizon 2030, de construire des barrages hydroélectriques d'une capacité totale de 15 700 MW. L'institution va également mettre en place des infrastructures pour récupérer le gaz naturel. Je pense que dès l'instant que vous avez des États qui se réunissent, il y a la volonté politique qui est la première des choses. La première des choses, et l'Afrique a un potentiel de pouvoir, même si les États ne peuvent pas trouver des fonds individuellement, mais personnellement, je pense qu'au niveau international, une politique comme celle-là qui est mise en place, en faisant appel aux bailleurs de fonds internationaux, on retrouve les moyens. Au niveau des investissements, je pense que cette collaboration-là trouvera des financements au niveau international qui vont permettre à la région de pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais néanmoins, de mon point de vue, j'espère bien que cette problématique énergétique-là, qui est de pouvoir garantir à la majorité de la population, si vous voulez, une énergie qui soit verte, ne soit pas un frein sur le développement de la région en tant que telle. Rappelons que ce livre blanc est le résultat d'un travail conjoint de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La collaboration entre la CEAC et la CEMAC pour pouvoir mettre en place, comment dirais-je, une dynamique énergétique verte est une bonne idée qui peut aller jusqu'au bout dans la mesure où on a une dynamique mondiale qui vise à réduire la pollution qu'il peut y avoir pratiquement dans le monde entier, parce que le niveau de pollution a déjà atteint des sommets qui sont alarmants pour le monde entier. Preuve, nous avons la COP21. Dans cette COP21-là, c'est la préoccupation principale de tous les États du monde entier. Le projet reprend à son compte la politique énergétique régionale. Selon ses concepteurs, ce projet a pour ambition d'offrir un accès universel aux services énergétiques et servir de levier pour le maintien de la croissance économique dans la sous-région. Malik, 2030 comme date d'atteinte de ces objectifs énergétiques, c'est un délai raisonnable selon vous? Je pense que c'est un délai raisonnable et un délai qui est atteignable. Des objectifs qui sont atteignables pour ces pays de la CEMAC qui ont des atouts formidables pour développer les énergies renouvelables. Le Cameroun, par exemple, et sa forêt dense pourraient justement contribuer à la production justement d'électricité par le biais des barrages hydroélectriques. Il y a des capacités, et ces pays ont des capacités, le Tchad dans l'énergie solaire et d'autres spots dans l'éolien dans cette région-là. Donc il y a des formidables gisements d'emploi aussi qui sont possibles. Donc c'est une nécessité pour ces pays d'Afrique centrale de la CEMAC, oui, d'Afrique centrale, pour développer ces gisements-là. Il faut à tout prix le faire. C'est comme Jean-Marie l'a dit très très simplement dans le reportage. La volonté politique. Il faut vraiment avoir cette volonté politique. Nous avons eu des discours en ce sens par le passé et en général, ce sont des projets qui sont restés lettres mortes. Donc j'espère véritablement qu'il y aura vraiment une politique en ce sens parce que c'est très important pour le devenir de ces pays-là, cette transition énergétique, abandonner les énergies fossiles, parce que ce sont des énergies qui sont périssables, qui ne sont pas renouvelables. C'est très important pour le devenir économique, pour les populations aussi. Jean-François, vous êtes d'accord? L'Afrique centrale, c'est une région à fort potentiel pour les énergies renouvelables? Bien sûr, c'est une évidence. L'Afrique centrale pourrait desservir une très très grande partie du continent en énergie renouvelable. On a parlé du solaire tout à l'heure, mais il faut parler aussi de l'énergie qui vient de l'eau. Dans le bassin du Congo, depuis combien de temps on parle de projets grandioses sur l'Ubangui, sur le fleuve Congo, etc., et qui n'ont pas vraiment pris leur envol, d'une certaine manière, qui n'ont pas pris l'envol qu'on aurait pu espérer. Le projet est
un très très beau projet. L'idée même que la CEMAC et la CEAC se réunissent pour pouvoir pousser à cela est une excellente chose et j'espère d'ailleurs beaucoup plus loin, en allant beaucoup plus loin, que ce sera l'amorce pour une fusion de ces deux organisations où il n'y a pas de raison qu'il y en ait deux, une communauté économique d'un côté, une communauté économique et monétaire de l'autre. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est une excellente chose, mais projet collectif, c'est un projet qui suppose la construction d'équipements collectifs. Ça veut dire qu'il faut jouer collectif. Et je pense que c'est là que le bas blesse en Afrique centrale, jouer collectif. Parce que chacun ne pense qu'à sa petite chapelle, à son pays, à sa gloire personnelle, parce que nos chefs d'État adorent la gloire. Donc, voilà, c'est 2030... Objectivement, techniquement, mathématiquement, on pourrait l'atteindre, sauf qu'il y a ce grain de sable de l'adoration de la gloire personnelle. Alors justement, Alfred, qu'est-ce que pourrait apporter une action conjointe de la CEAC et de la CEMAC sur ce dossier des énergies renouvelables? Déjà, le fait de mettre en place ce livre blanc qui est l'effet de la synergie entre les équipes de la CEMAC et de la CEAC, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, au fond, que apprendre à mutualiser les efforts et les moyens pour arriver à ce projet-là, ce livre blanc. Maintenant, l'intérêt, ça serait quoi, effectivement? Quand on regarde la richesse de cette Afrique centrale, il y a des pays qui sont économiquement mieux lotis que d'autres aujourd'hui. Si on prend la Guinée équatoriale, si on prend le Gabon, si on prend le Cameroun, etc. Mais je pense qu'il y a une condition sine qua non, c'est la condition de la paix et de la stabilité dans la région de l'Afrique centrale, pour permettre que... Mais Jean-François a rappelé, si on fait l'hydrologie de cette Afrique centrale, il y a le grand Inga qui est là. Depuis combien de temps on parle du grand Inga qui pourrait, non seulement si ce grand Inga a été mis en place, construit, exploité, pourvoir en électricité toute l'Afrique centrale, mais ça va jusqu'en Europe, au plus loin, parce que ça produirait énormément d'énergie. Ensuite, ça serait un levier puissant pour accélérer la formation justement des cadres de cette Afrique centrale et puis créer des emplois, permettre aussi le développement des entreprises. Mais en réalité, c'est vraiment le nœud du problème pour l'Afrique centrale. La stabilité, la paix, la volonté politique, la sortie des égos des uns et des autres pour pouvoir réellement accomplir ce projet-là. Merci. Dans l'actualité également, la Banque mondiale a accordé un nouveau programme d'aide à la Tunisie d'un montant de 500 millions de dollars, des fonds qui visent à soutenir les mesures de restructuration des banques publiques et d'allègement des procédures administratives. Idolette Mirabal-Bissou. 500 millions de dollars pour la restructuration des banques publiques en Tunisie. Ce prêt octroyé par la Banque mondiale va permettre aux autorités tunisiennes de soutenir l'avancée des réformes et de maîtriser le déficit économique causé par les récents attentats dans le pays. Les pertes économiques liées à l'attentat de Sousse contre un hôtel en bord de mer en juin 2015 étaient estimées à plus de 470 millions de dinars. Les autorités avaient annoncé une série de mesures visant à soutenir le tourisme qui représente près de 7% du PIB et plus de 400 000 emplois directs et indirects. La Banque mondiale a accordé à la Tunisie, il est destiné à permettre au pays de faire face aux contre-coups économiques provoqués par l'instabilité sécuritaire. Les derniers attentats contre le musée du Bardo de Tunis et l'hôtel Marhaba de Sousse ont sérieusement porté atteinte au secteur touristique, qui était, notamment avant la Révolution, un important pourvoyeur de devises. Il s'agit du troisième financement du genre octroyé par l'institution bancaire pour l'appui des politiques de développement pour la gouvernance, des opportunités d'affaires dans le pays et la création d'emplois. Les deux premiers prêts de juin 2011 et de novembre 2012, estimés à 1 000 millions de dollars, garantissaient déjà l'accélération et le redressement économique de la Tunisie pour une croissance plus inclusive. L'objet d'assainir les banques publiques, le but principal, c'est bien évidemment la restructuration plus globale du secteur financier public, afin qu'ils puissent massivement, avec le secteur privé, créer des emplois dans tous les secteurs économiques du pays. Donc dans ces plans, parce que c'est le troisième, il y a d'autres investissements aussi qui sont destinés
au secteur des travaux publics, notamment la densification des infrastructures routières. Durant la décennie précédente, la Tunisie affichait une croissance annuelle moyenne d'environ 5%. La crise économique internationale de 2008 et 2009, puis la révolution sociopolitique de 2011 ont ralenti l'économie. La croissance a affiché 2,6% en 2013, tendance qui s'est poursuivie en 2014 avec une légère hausse de 0,2%. Selon les prévisions, la croissance économique devrait atteindre 3,7% en 2015. Alfred, en quoi la restructuration des banques publiques est-elle essentielle pour faire repartir la croissance tunisienne ? Fanny, on sait effectivement que les banques publiques sont, dans la plupart des pays africains, mais en particulier là, en Tunisie, le seul lieu de financement des investissements, de projets de développement, et à partir de leurs réserves. Or, on s'aperçoit effectivement que depuis la crise que connaît la Tunisie, depuis la Révolution, et alors qu'il y avait un semblant de reprise avec les derniers attentats où les investisseurs privés se sont retirés, il y a une crise des liquidités. Et donc évidemment que la banque, le Fonds monétaire ou la Banque mondiale puissent injecter encore de l'argent pour permettre à ces banques de pouvoir jouer leur rôle, c'est quelque chose de très important. Ce qui va permettre évidemment de soutenir les projets d'investissement qui sont en cours. Et notamment de refinancer ou de financer le secteur du tourisme qui est l'une des premières sources de revenus pour la Tunisie. Donc restructurer, ça signifie effectivement, que la Banque nationale, les banques commerciales puissent être beaucoup plus efficaces, devenir plus efficaces dans ce contexte de crise en ayant des liquidités qui viennent de l'extérieur mais qui compensent au fond la dilution de leur propre liquidité bancaire. Je pense que c'est une bonne initiative de la Banque mondiale. Alors Jean-François, depuis les attentats, la croissance tunisienne est en quelque sorte en panne. Est-ce que cette croissance est dépendante du secteur touristique ? C'est une évidence qu'en Tunisie, le tourisme est un segment extrêmement fort de l'économie et c'est un élément décisif de l'économie. Et il n'y a pas que le tourisme d'ailleurs qui en a pâti, de la même manière que partout où il y a de l'insécurité, les affaires ne tournent plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Tunisie, et c'est bien avant les attentats que la situation tunisienne était ressentie par les opérateurs économiques comme étant une situation incertaine. Là où il y a incertitude, il n'y a pas de développement du commerce ou de l'entreprise. Et il n'y a pas d'investissement. D'où, et Alfred l'a expliqué excellemment, la décision de la Banque mondiale est une décision qui est d'ailleurs, je crois, l'indication que le projet était sérieux, d'une part, que les institutions étaient fiables, parce que sinon, viables plus exactement, parce que sinon il n'y aurait pas eu ce financement-là. Et puis, par ailleurs, il est important dans ce type de contexte de relancer la dimension publique du financement, parce que c'est la seule dimension qui soit à mesure pour financer l'investissement à moyen et à long terme, parce que les banques commerciales, c'est pas leur travail. C'est pas leur travail. Ils font du financement à court terme, ils veulent faire des bénéfices assez rapidement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, autour de ce plateau, assez souvent, nous appelons les différents États africains à avoir des politiques volontaristes dans ce domaine-là, parce que le développement, c'est par un équilibre subtil entre les deux versants des institutions financières, privées et puis publiques, et le public est là également pour mener des politiques volontaristes de financement, non seulement des grands projets, mais aussi, mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais aussi des petits, des tout petits et des tout petits qui ont besoin de financement et qui n'auront pas à passer par des banques privées qui font des bénéfices absolument faramineux sur leur dos et sur le dos des générations futures. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. L'Afrique a perdu jusqu'à 12,9 milliards de dollars dans le cadre des transactions financières opaques via les comptes HSBC. Le premier pays africain touché par le phénomène en
rapport à son PIB l'Érythrée, dont le montant global des fuites représente 20% de son PIB. Le pays africain le plus touché en volume par ces flux illicites est l'Afrique du Sud qui a perdu 2 milliards de dollars. Malik, le montant reste modeste comparé à ce qu'ont perdu certains pays, notamment en Europe, mais c'est quand même une grande perte pour le continent. C'est effarant. Et ça traduit aussi le manque de contrôle de ces banques-là qui parfois font des transactions en toute illégalité. Donc là, l'Érythrée, ça ne m'étonne pas parce que vous avez aussi cette impuissance des autorités publiques à justement mettre en place des mécanismes dissuasifs pour, par exemple, éviter l'évasion fiscale ou ces transferts-là qui partent vers l'étranger. Donc c'est effarant, d'autant plus que ça vient quand même d'une banque célèbre et qui est réputée pour sa solidité financière, qui a quand même une image auprès des investisseurs internationaux. Donc là, j'espère qu'il y aura des audits prochainement dans plusieurs banques pour savoir si ce n'est pas un cas isolé. J'espère bien que ce n'est pas un cas isolé, mais si ce n'est pas un cas isolé, c'est très grave et c'est toujours des ressources en moins pour les pays africains qui n'ont vraiment pas besoin de cela en cette période-là, justement, où ces pays ont cette volonté de se développer davantage sur le plan économique. Alfred, d'après les enquêteurs, on retrouve dans les fichiers de HSBC la trace de toutes les grandes affaires de corruption en Afrique ces 20 dernières années. Qu'est-ce que cela implique ? Moi, je serais vraiment quand même assez prudent par rapport à cela. C'est-à-dire que ces flux ne sont pas nécessairement tous illicites ni illégaux. Il y a des flux qui sont normaux. Et si on creuse vraiment, on verra que c'est un faible pourcentage des trafics, j'allais dire illicites, justement des capitaux, évasion illicite des capitaux. Je comprends que dans des États comme l'Érythrée, parce que c'est un État policier qui est dur, que les entrepreneurs, les hommes d'affaires puissent justement placer leur argent dans une banque où ils sont sûrs que le jour où la stabilité revient, ils peuvent récupérer leurs billes. Que des personnes assez riches se disent, mais oui, parce qu'il n'y a pas de stabilité ici, on place d'abord, on verra par la suite. Et c'est vrai que lorsque ça touche au PIB, produit intérieur brut d'un pays, ça devient quand même problématique. Effectivement, ça voudrait dire que en amont, dans les pays, il faut justement de la transparence. Dans non seulement la passation, par exemple, des marchés publics, dans le contrôle, justement, de la fiscalité des entreprises pour éviter qu'il y ait de fuites comme ça. Et puis pour les particuliers, je ne vois pas comment on peut empêcher un particulier, justement, qui ne se sentant pas rassuré dans son propre pays, ne pourrait pas placer son argent licitement dans HSBC. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacrée à la Guinée. Jean-François, merci d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. Bonne soirée à toutes et à tous. Alfred, merci également. Merci Fanny, c'était un ravissement d'être avec vous ici. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil. Et Malik, merci. Merci Fanny, à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.